passé, mais je te souhaite quand même de passer une très bonne rentrée. Si jamais tu es encore à l'école ou à l'université, hein, parce que bon, l'école pour moi ça englobe tout. Donc que tu sois au lycée, collège, université, je te souhaite quand même de passer une très bonne rentrée. Je sais que parfois ça peut être assez stressant. Je suis déjà passée par là et à chaque rentrée je suis totalement stressée. Mais sache que tout va bien se passer. Tu te feras plein d'amis et tu vas gérer en cours. Je suis très nulle pour rassurer les gens. Malheureusement, ça c'est quelque chose que... Ouais, je suis pas du tout très douée. Mais j'espère quand même que tout se passera bien pour toi. Mais en tout cas, si tu es stressé pour la rentrée, j'espère que mes vidéos t'aideront à te relaxer et à te détendre. Mais je le redis, tout va bien se passer. Donc là, sinon, aujourd'hui, je m'amuse avec une manette de PlayStation 4. Je suis une très grande fan de la PlayStation 4. Oui, je suis une gameuse, comme on dit. Non, pour être honnête, j'y joue pas souvent. En fait, c'est par période. Par exemple, pendant une semaine, je vais y jouer non-stop. Puis ensuite, ça va me saouler. Donc, je vais laisser la PlayStation de côté. C'est comme ça, en fait, c'est par période. Par exemple, là, j'étais à fond sur Red Dead Redemption 2. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, j'y ai joué non-stop pendant plusieurs jours. Puis là, j'ai un peu relâché la cadence. Mais oui, c'est par période. Par exemple, Watch Dogs, j'y ai joué genre pendant un mois entier. Et puis là, bah, ça m'a un peu lassé. Donc j'ai même pas encore fini le jeu. C'est pour te dire. Parfois je commence des jeux, même si j'adore, je finis toujours par décrocher. Je sais pas pourquoi. Mais je reviens y jouer quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ça dépend. Je sais pas pourquoi. Comme pareil pour Spider-Man ou Spider-Man. Je sais pas trop comment on dit. Spider-Man, Spider-Man. Bref, j'y ai joué genre non-stop pendant plusieurs semaines. Puis bah ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté. Pourtant j'adore le jeu. Idem pour GTA, pour Tomb Raider. Bref, je vais pas te faire la liste de tous les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai délaissé parce qu'il y en a beaucoup. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée avec la corde Mira El Jundir. Je te lis le chapitre 1 de la deuxième partie, puisque comme tu le sais, nous avons fini la première partie. Donc là, nous allons entamer la deuxième partie. Et donc la dernière partie. Je crois qu'il y a 13 chapitres dans la deuxième partie. Quelque chose comme ça, à moins qu'il n'y en ait que 10. Je sais pas. Mais en tout cas, on est à la moitié du livre. Et donc, la première partie, c'est fini sur Caleb qui allait agresser le type qui avait voulu s'en prendre à Lucille. L'agresser ou le tuer. D'après ce que Caleb disait, il voulait le tuer. Mais rappelons-le que s'il le tue, il va se mettre le colonel à dos. Puisque le colonel n'attend qu'une chose, c'est que Caleb franchisse la ligne rouge, donc tue quelqu'un, pour ensuite le prendre en chasse.
folle. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, je suis un petit clown parce que j'adore faire rire. Ah non, je viens de raconter une bêtise. Il y a 4 parties, donc on n'est pas du tout au milieu du livre. Mais bon, autant pour moi, je m'excuse. Donc, deuxième partie. Chapitre 1. Frank Astier a pris une semaine de congé. Pourtant, il s'est réveillé à 6 heures, comme tous les matins. Douche, café, petit déjeuner. Toujours la même routine, à la différence que Caleb n'est pas avec lui pour déguster ses habituels œufs brouillés. La tête dans une main, Frank touille machinalement son café, sans grande conviction. Son fils l'inquiète beaucoup. C'est pour ça qu'il a pris quelques jours, et tant pis si ça n'arrange pas son patron. La priorité a toujours été Caleb. Le bruit de la cuillère contre la tasse l'agace. Il la retire d'un geste nerveux, la lèche et grimace. Le café a un goût de merde. Le filtre a dû encore se retourner. Tant pis, il a la flemme d'en faire un autre. Et puis ça lui fera moins de caféine dans le sang. Pas un luxe, vu la qualité de son sommeil ces derniers temps. Son fils a l'âge où on veut tester ses limites, s'affranchir de ses parents et de la société. Mais jusqu'où est prêt à aller Caleb? Frank craint qu'il ne se drogue, au vu de son comportement ces derniers mois. Il est désemparé, il ne sait même pas comment aborder le sujet. Son fils devient un étranger qui lui fait peur, parfois. L'autre jour, Caleb lui a parlé de sa mère, de sensibilité, de folie. Il se demande bien pourquoi. A-t-il l'impression de couler? Était-ce un appel à l'aide? Encore une fois, Frank se sent en dessous de tout. Pourtant, c'est le devoir d'un père de tendre la main à son fils. D'un père et d'une mère. Il ne ment pas quand il dit à Caleb qu'il a peu connu Elga. Leur rencontre fut au final très classique. Des amis communs, un bar et des regards qui se croisent, s'évitent, se cherchent. Il vivait au jour le jour. Pas prévu de la quitter, ni de rester avec elle. Il l'aimait bien, avec ses cheveux sombres et sa peau presque translucide. Elle avait un visage parfaitement rond, un air mutin et un charmant sourire. Contrairement aux filles qu'il avait connues jusque-là, Elga était très à l'aise avec son corps, sa nudité. Il n'a jamais vu quelqu'un se balader aussi souvent toute nue. Elle le trouvait un peu timoré et se moquait de lui, doucement. Il sait qu'elle l'aimait bien. Elle disait même qu'il était pur, un vrai gentil. Qu'avec lui, elle se sentait en paix, sereine, parce qu'il n'avait pas d'arrière-pensée. Il avait toujours trouvé ça étrange, les réflexions qu'elle lui faisait. Souvent, il lui demandait de répéter, de peur de n'avoir pas bien compris. Il faut dire qu'elle avait un accent islandais à couper au couteau. Mais c'est une musique qu'il aimait. Elle lui racontait parfois des histoires dans sa langue ou même en français. Des histoires merveilleuses ou effrayantes, des contes de son pays. Elle aimait sa terre, passionnément. L'Islande lui manquait beaucoup, même si elle avait volé un morceau de son ciel ombragé pour le garder dans son regard aux nuances changeantes. Peu avant leur rupture, elle semblait tourmentée. Elle était pourtant plus belle que jamais, plus ronde, rayonnante. Il comprit plus tard qu'elle était déjà enceinte. Ils s'étaient séparés pour une bêtise, comme cela arrive souvent à cet âge. Il ne se souvenait plus du motif de la dispute, seulement de sa colère à lui, qui s'était pourtant évaporée en quelques secondes, de sa déception à elle, comme si elle le découvrait et le voyait sous un nouveau jour. Elle était alors entrée dans une rage folle, répétant inlassablement « Pas de colère quand je suis là, jamais !» cassant tout dans l'appartement de son amant et lui reprochant de l'avoir mise dans cet état. Il avait essayé alors de la calmer, de trouver
et avait déclaré d'un ton glacial: « Je croyais que c'était toi. » Le visage de Helga avait alors abrité 1000 tempêtes, passant de l'incrédulité à la peur, qui finit par céder au chagrin. Les yeux mouillés, elle avait alors donné un baiser à son amant, puis était partie. Un dernier baiser. Il ne l'avait jamais revu. Un an plus tard, jour pour jour, il avait appris que Helga était morte et qu'il avait un fils. Le destin avait choisi un messager plutôt agité qui avait bien failli défoncer sa porte d'impatience. Agité mais bâti comme une armoire normande, aussi blond que Helga était brune. Le bonhomme devait mesurer au moins 2 mètres et s'était présenté comme son cousin. Il ne lui avait inspiré que moyennement confiance, mais quelque chose dans son regard, d'un noir intense, un noir qui contrastait incroyablement avec sa blondeur, l'avait convaincu de le laisser entrer. Eric vous captait, vous fascinez rien qu'en vous dévisageant. Il tenait un paquet contre lui et une mallette. En regardant de plus près, Franck vit que le paquet remuait mollement dans la masse de tissu qui l'enveloppait. Avant même qu'Eric ne le lui explique, il avait compris que l'enfant était son fils. Comme si les mots révélaient désormais superflus, comme si les 2 hommes avaient déjà eu une longue conversation. C'est... Franck n'avait pas pu poser la question. Elle était restée coincée dans sa gorge serrée. Il sentait déjà les larmes lui monter. « Oui, mais vous êtes tout ce qui lui reste. Mais je ne peux pas, je ne saurais pas. Vous n'avez pas le choix. » Les yeux de l'homme se firent plus sombres encore. Franck ne pouvait s'en détacher. Il tendit comme un automate les bras en direction du bébé. « Je n'ai pas le choix. » Le reste demeurait très flou. Il se souvenait vaguement des raisons évoquées par le cousin de Helga. Une théorie du complot qui lui avait paru délirante et effrayante à la fois. Il se trouvait en état de choc ce jour-là, probablement parce qu'il venait d'apprendre le décès de son ex-petite amie. Qu'elle était morte en couche, en laissant un orphelin. Oui, c'était sûrement à cause du choc qu'il avait éprouvé cette sensation bizarre de ne plus appartenir, d'être en transe, simple spectateur de sa propre vie. Dans ses souvenirs et dans les rêves où il revivait cette curieuse conversation, Eric lui parlait sans bouger les lèvres, s'adressait directement à sa mémoire, un peu comme un informaticien programme un ordinateur. Prenez le bébé et la mallette. Dedans, vous trouverez de quoi refaire votre vie aux États-Unis. Ne revenez jamais en France. Et surtout, ne restez pas plus de 2 ans dans la même ville pour la sécurité de Caleb et la vôtre. Pour la sécurité de Caleb et la mienne. Merci. Il avait fallu de longues minutes à Franck pour reprendre ses esprits et s'apercevoir que l'homme était parti. Les pleurs du bébé l'avaient sorti de sa torpeur. Il ne connaissait rien aux enfants à l'époque, mais sut instinctivement s'occuper de son fils. Il lui donna le biberon, fit ses valises dans la foulée et tourna le dos à son pays et sa famille pendant presque 20 ans. Caleb avait été un gosse génial, malgré les galères, les nombreux déménagements. Il s'adaptait partout, s'intégrait et savait se faire aimer de tous et de toutes. Un parfait petit caméléon qui ferait des ravages avec les filles plus tard. Franck avait mis sa vie entre parenthèses. Il n'avait jamais réussi à se sentir à nouveau seul maître à bord. Le capitaine de sa vie. L'impression laissée par Eric avait été très tenace. Mais au fur et à mesure qu'il en rêvait moins, il avait pu s'en libérer. La peur sourde d'être poursuivi revenait parfois le hanter, mais à présent, il savait la dompter. Pourtant, les questions de Caleb l'avaient ravivé, et si Eric n'était pas le cousin de Helga, peut-être était-ce un psychopathe qui avait enlevé l'enfant à sa famille avant de se rendre compte de son incapacité à s'en occuper, au point de le lui confier quelques mois plus tard. Non, ça ne tenait pas debout. Eric avait le même accent que la mère de Caleb. Il était islandais, c'est sûr. Aussi certain que Caleb était bien son fils, les deux avaient le même grain de beauté sous l'œil gauche, ainsi qu'une belle mâchoire carrée. Et pourquoi Eric aurait-il menti? Non, ridicule. Pourtant, une petite voix lui soufflait que ce n'était pas
était complice. À ce titre, Dieu seul sait ce qu'il risquait. La perspective lui faisait froid dans le dos, au point de donner à Franck de nouveaux cauchemars, d'où la mauvaise qualité de son sommeil. La démarche traînante de son fils l'extirpe de ses pensées. Caleb est encore dans le couloir, ce qui laisse à Franck le temps de se reprendre. Il doit être là pour son gamin. Ce n'est qu'un gosse un peu déphasé qui cherche des repères dans sa nouvelle vie. Et il ne s'agit pas de n'importe quel gosse. C'est Caleb. Le vif, le brillant petit garçon a grandi un peu trop vite, c'est tout. Il est paumé comme bon nombre d'ados, mais il n'en demeure pas moins l'enfant sensible et attachant qu'il a toujours connu. Constamment prêt à rendre service ou à tendre une oreille compatissante à ses voisins. Ouais, Franck va se reprendre et voler à son secours. Salut pas, salut fils. L'estomac de Caleb se tord bruyamment. Je meurs de faim. C'est normal, tu as dormi presque 3 jours. T'es sérieux? Très, j'ai même appelé un médecin. J'ai eu peur que tu ne sois dans le coma ou un truc du genre. Difficile de prononcer le mot drogue à l'heure du petit déjeuner. Franck préfère s'entourer de précautions verbales. C'est fou ça, 3 jours. Tu es sûr? Caleb, serais-tu malade? Pas que je sache. Pourtant, tes yeux, qu'est-ce qu'ils sont mes yeux? Franck fait signe à son fils de vérifier par lui-même. Le jeune homme se lève péniblement et se contemple dans le miroir. Son reflet offre une version de lui fatiguée, amaigrie. Une barbe naissante ombrage ses joues. Ses ecchymoses ont presque disparu. En regardant ses yeux, Caleb comprend ce qui préoccupe son père. Le blanc est injecté de sang et un vaisseau a dû éclater dans l'œil droit, en partie baigné de rouge vif. Ses pupilles extrêmement dilatées ne laissent que peu de place aux iris qui ont pris un aspect gris clair. Ah ouais, quand même, il a dit quoi le médecin? Qu'a priori tu n'étais pas malade. Il m'a conseillé de te laisser dormir. Caleb, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? J'en sais rien. Bien sûr, Franck n'est pas dupe du mensonge de son fils. Caleb refuse de s'ouvrir à lui, de lui expliquer ce qui lui arrive. Alors Franck, qui a consacré sa vie à préserver son fils d'un hypothétique danger, se sent floué, rejeté, et passe de l'inquiétude à une colère sourde qu'il n'ose s'avouer à lui-même. Papa, je t'en prie, ne t'énerve pas, ça ne servirait à rien. Surtout, reste calme avec moi. Je suis trop fatiguée, je ne pourrai pas supporter. Supporter quoi? Pourquoi tu t'interromps? Et comment Caleb sait-il pour cette colère qu'il croyait avoir tué dans l'œuf? Franck se remémore les paroles de Helga le jour de leur rupture. Pas de colère quand je suis là, jamais. Oui, Caleb ressemble beaucoup à sa mère. S'il te plaît, fais-moi confiance, papa. Arrête, c'est tout. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'un refuge et j'ai faim. Il se sent épuisé et sa voix a pris une tonalité que son père ne lui connaissait pas. Caleb en est convaincu. Un autre accès de rage le tuera, ou bien le condamnera à passer définitivement de l'autre côté. Et ça, il ne le veut pas. Franck comprend la lassitude de son fils et n'insiste pas. Il lui parlera plus tard, rien ne presse. Brouillé? Oui, 4 avec des tonnes de fromage. Ça roule. Papa? Oui, merci. Caleb doit se réveiller de ce cauchemar. Pendant que son père prépare les œufs, il va se rafraîchir dans la salle de bain, agrangé d'eau glacée sur le visage. Sa peau semble comme anesthésiée, tout comme sa mémoire. Impossible de se rappeler ce qui l'a mis dans cet état d'épuisement. Il se passe la tête entière sous l'eau. Apnée, souviens-toi, putain! Des bribes de sa vengeance lui éclaboussent alors la conscience, le faisant sursauter violemment et se cogner la tête contre le robinet. Aïe! Il se frotte le crâne, mais se force à rester ainsi, cou endolori et visage dégoulinant, au bord de la suffocation. Et il appelle à lui les images mentales. D'abord, il voit le visage tordu de terreur de Tommy, très déformé et grotesque comme dans un film muet, flash sur la peur du mec et le plaisir qu'il en a retiré. La bande son, ensuite,
chaud et granuleux. Son ton se développait trop vite. Il avait du mal à suivre. « J'ai besoin de plus de carburant », s'était-il dit simplement, sans autre considération pour le corps gisant à ses pieds. Caleb n'avait compris que de longues minutes plus tard ce qu'il avait fait subir à l'autre. Alors les larmes étaient venues creuser un sillon salé sur les joues du jeune homme. Doucement d'abord, puis par vagues, les sanglots arrivent, noient ses yeux dans un océan de honte. Oui, Caleb se souvient à présent de ce qu'il a fait à ce garçon. Les larmes affluent à nouveau, se mélangent à l'eau glacée qu'il a laissé couler, comme pour se punir. « C'est prêt !» Caleb ferme le robinet et attrape une serviette en aveugle, puis se frictionne énergiquement la tête, le visage, les paupières. Il se dirige avec lenteur vers la cuisine, corps tremblant, jambes qui flageolent, sensation de perte de contrôle. Caleb se croit au bord de l'évanouissement. Un miracle qu'il ait pu rentrer chez lui. Il ne se souvient pas du trajet retour, juste de la fatigue extrême et du dégoût de lui-même. Plus que 2 mètres à parcourir, Caleb doit pourtant faire une pause. Bras contre le mur du couloir, tête qui tangue. Il prend une grande inspiration qui ressemble plus à un râle qu'à autre chose. Et bien qu'il ait les yeux ouverts, se retrouve plongé dans le noir quelques secondes. Sensation d'être sur le point de s'écrouler, de crever. C'est son père, alerté par la démarche inhabituelle de Caleb, qui vole à son secours et lui donne le bras pour le conduire jusqu'à la table, comme un petit vieux en bout de course. « Mange, c'est normal que tu sois faible, tu n'as rien dans le ventre. »« Je ne sais pas si je peux, j'ai mal au cœur. Force-toi. » Dès la première bouchée, son estomac crie de plus belle. Oui, il a faim. La nausée semble se dissiper, dévorer tout. Il lui faut plus que quelques œufs au fromage pour récupérer. Caleb dévalise le frigo, sous les yeux effarés de son